Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Mon nom est Clément Marianne et avec mon acolyte Franck Poirot, on vous emmène à la rencontre des entrepreneurs d'outre-mer. On vous propose de parler d'entreprise, d'innovation, d'investissement, d'indépendance, à travers le témoignage de femmes et d'hommes créoles qui ont eu l'audace de se lancer. Nous échangerons avec eux sur leur parcours, leurs succès, mais aussi leurs erreurs, leurs échecs et de la particularité d'entreprendre dans les DOM. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Julien Collet. Julien, c'est l'histoire d'un entrepreneur qui a toujours eu envie d'aller de l'avant malgré les revers et les difficultés. En 2012, après ses études, il tente un premier retour à La Réunion. Son projet entrepreneurial de l'époque est détruit en 45 secondes. 10 ans plus tard, il fonde une start-up qui est incubée à Y Combinator, le plus grand incubateur des start-up aux États-Unis, et lève des centaines de milliers d'euros. Il nous explique dans ce podcast comment il en est arrivé ici, nous raconte son parcours, ses apprentissages et nous parle de son nouveau projet et de son retour à La Réunion. Salut Julien, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien et toi? Écoute, ça va, merci d'avoir accepté notre invitation. De rien, avec plaisir. On va apprendre à te connaître et en apprendre un peu plus sur ton parcours. Ça marche. Merci beaucoup de nous retrouver sur ce deuxième épisode. Ravi de t'avoir. Et donc, pour que les auditeurs puissent mieux te connaître, on va tout de suite sauter dans le plat. Et en parlant de plat, on va faire ton portrait créole. Alors, On t'avait demandé de préparer 3 petites choses. Alors, si tu étais un plat, qu'est-ce que tu serais ? Du coup, ça va être le plat que j'aime aussi forcément beaucoup. Ce sera le karizourite. Alors, pas le civet-zourite, je précise bien, mais le karizourite. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est le zourite, c'est du poulpe. Donc voilà. Et, le kari, ça tient de La Réunion, hein. Traduction pour ceux qui nous écoutent du côté des Antilles, c'est le fameux chatrou. Ok. Maintenant, si t'étais une musique. Alors, une musique, moi, je suis plus du genre rock, pop rock. Enfin, c'est un peu ce qui a bercé un peu mon adolescence, on va dire. Voilà. Enfin, j'ai un peu grandi là-dedans. Donc, je dirais Coldplay. Enfin, j'aime beaucoup en ce moment. Ok. Voilà, pour faire ça. Dernière question pour en savoir un peu plus sur toi. Un lieu que tu trouves inspirant. Alors ça, quand tu m'avais envoyé la question, j'ai beaucoup réfléchi parce qu'en fait, tu dis trouver un lieu parmi tous les lieux je n'ai pas visité non plus 10 000 lieux, mais en fait, tu as forcément des lieux qui te marquent plus que d'autres, tu as des lieux qui te rappellent ton enfance, enfin, chez toi, etc. Mais moi, un lieu que j'aime énormément, et c'est d'ailleurs un peu ce qui m'a fait, enfin, pas hésiter, mais à l'époque, je pensais pas forcément rentrer vivre à La Réunion, et c'est le cas, et je pensais plus voyager, partir à l'étranger. Et du coup, je vais dire ce pays-là, c'est le Portugal, enfin Lisbonne pour être précis. C'est un lieu que j'ai découvert et que j'adore. Voilà, c'est ma ville coup de cœur, quoi. Ok, merci beaucoup pour ces informations. On va aller un peu plus dans le détail maintenant de ce que tu es, de ce que tu as fait, de ce que tu aimes, de ce que tu as accompli. Ok. Et du coup, justement, Julien, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire un petit peu voilà, ton parcours professionnel, mais aussi peut-être en dire un peu plus sur toi, parce que finalement, on se rend compte au travers de nos interviews que tout ça est vraiment très lié. Donc voilà, dis-nous un petit peu plus sur toi, d'où tu viens, ce que tu as fait, où est-ce que tu as grandi, quel âge tu as, etc. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai 30, j'allais dire 30 ans. Non, j'ai plus 30 ans, j'ai un peu plus maintenant. J'ai 32 ans. Et donc, moi, j'ai grandi à La Réunion jusqu'à mes 20 ans, 21 ans. J'étais à Brapanon, enfin, voilà, je suis un gars de l'Est, quoi, un gars de la pluie. Donc j'ai grandi dans cette zone-là et après, on s'est rencontrés en prépa, où là, ça a commencé justement un peu cette réflexion de dire, qu'est-ce que je vais faire dans l'avenir. Donc, prépa pour ensuite passer le concours et intégrer donc une école d'ingénieur en informatique à Paris. Donc là, ça a été le grand saut, comme on dit, comme pas mal d'étudiants ont pu vivre et vivent encore aujourd'hui. De La Réunion à Paris, directement, en plus période scolaire qui commence en septembre, en plein dans le froid. Enfin bref, je passe les détails, mais on va dire qu'il y a un peu tout qui arrive comme ça. Donc j'ai fait mon école d'ingénieur informatique pendant 3 ans, et juste après ça, en fait, donc j'avais fait des stages aussi pareil dans des boîtes de consulting. Enfin, j'avais fait dans une boîte une agence au début, et après une boîte un peu plus grosse, donc une boîte de conseil. Et en fait, après ce stage-là,
Ce qui était intéressant, c'est que donc mon école, en fait, il faisait un peu d'entrepreneuriat. Enfin, on avait un projet de fin d'année sur lequel on devait entreprendre, construire un projet, etc. Donc voilà. Et ça avait un peu déjà mis un peu, comment dire ça, l'envie en fait d'entreprendre. Donc en fait, à la fin de mon stage, j'hésitais justement à me dire est-ce que je vais chercher un taf ou est-ce que je me lance tout de suite dans l'entrepreneuriat. Et je pense que j'oublierai jamais le conseil que j'ai eu à ce moment-là de mon maître de stage de l'époque, donc ça remonte déjà un petit moment, qui m'a vraiment dit, franchement, s'il y a un moment où il faut que tu te lances, c'est maintenant, quoi. C'est le meilleur moment parce qu'en gros, t'as ton diplôme, t'as un bagage, quoi, et en fait, ça va, quoi. En fait, même un an, c'est pas grave, tu trouveras un taf plus tard et enfin, il y a Ouais. aucun risque, tu vois, avec tes stages, etc. Donc ça, c'était cool parce qu'en gros, ça m'a vachement motivé et en fait, j'ai vu aussi dans ses yeux que c'est quelque chose, en fait, enfin, après, on avait discuté, mais c'est quelque chose qu'il regrettait de pas avoir fait, justement. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, allez, go. Donc, je suis rentré à La Réunion et j'ai commencé à, voilà, à réfléchir à un projet sur lequel je voulais entreprendre. Et du coup, pendant un an, donc c'était vers 2013-2014, où j'ai essayé de monter une boîte qui s'appelait Think Offers. Donc, c'était pour faire du click and collect à La Réunion. Donc, dans l'idée, en fait, de dire, bah, il y a des villes en fait qui meurent petit à petit, qui perdent leur commerce parce que bah voilà, tu as des centres commerciaux qui poussent de partout et du coup les gens ne vont plus en ville et ils vont dans les centres commerciaux. Et ce qui est dommage, parce qu'après, tu as des villes comme, par exemple, Saint-Benoît, qui perd un peu de tout son charme et qui, tu vois des magasins qui ferment petit à petit. Donc, l'idée, c'était vraiment de se dire bah, comment ramener les gens en ville. Donc, tu pouvais commander des articles sur un site et venir les chercher en magasin, quoi. Donc, le principe du click and collect. Et Mhm. voilà, donc j'avais commencé à faire ça. Et ce qui était cool, c'est que ça a été l'année où j'ai fait, je pense, les plus grosses conneries. Enfin, franchement, c'était trop bien. Enfin, me disait Jérôme aussi dans le podcast, mais en fait, les erreurs, c'est le meilleur conseiller, en fait. Et du coup, bah, voilà, j'ai fait tous les erreurs. Donc, ce qu'on m'a un peu enseigné à l'école, hein, c'est de dire, ouais, vas-y, fais un gros doc spécifique enfin, techniques, fonctionnelles, de tout ce que tu vas faire, de toutes les fonctionnalités de ton outil. Enfin, évidemment, comme si tu avais la solution parfaite. Et voilà. Et après, comme si la magie arrive, et voilà. Donc, tu te rends compte que ça marche pas trop comme ça. Tu te confrontes déjà à l'environnement, surtout à La Réunion à l'époque. Enfin, à l'époque, ça remonte pas à 40 ans, mais en 2014 encore, bah, Internet, en fait, ça faisait peur aux gens, enfin, surtout aux commerçants, parce qu'en gros, Mhm. Amazon, pour eux, dans leur esprit, c'était ah non, non, Amazon a tué mon commerce. Donc, en gros, toi qui veux faire Internet, donc Amazon égale Internet, donc Internet égale va tuer mon commerce. Donc, t'es là, tu fais bon. Ok, tu tombes sur des gens où tu dis voilà, j'aimerais référencer vos articles pour pouvoir ensuite mettre à disposition aux gens. Et en gros, la personne te dit mais ça, vous allez faire comment en fait? Parce que moi, il n'y a aucun truc informatisé en fait. Je dis bah, c'est-à-dire vous n'avez pas un système d'information, comment vous, je sais pas, comment vous facturez, comment vous enregistrez les produits qui arrivent chez vous. Tiens, bah, on fait tout à la main. Enfin, dès qu'il y a quelqu'un qui achète un produit, on raye dans une liste et on dit achat, un article. Je fais, ah ouais, je suis quand même, putain, ça fait du taf quoi. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà un premier problème à la réunion qui était de dire bah, est-ce que une personne est présente ou pas sur Internet. Donc on repartait vraiment de loin. Donc j'avais commencé à faire un site qui s'appelait les magasins la Réunion.re, je pense comme ça, où c'était une carte qui géolocalisait plein de magasins. Enfin bref. Et donc là, il y avait un enjeu qui était différent. Donc les gens commençaient à s'inscrire. Bon, c'était pas payant, c'était rien. Donc ça facilitait les choses. Mais bon, dans tout ça, il y a un an qui est passé. Je cherche un cofondateur. Pareil, je trouvais pas. Je pense que je n'étais pas très bon en pitch. Je vendais pas trop bien le truc. Je vendais surtout mes galères et du coup, ça faisait peur aussi aux gens, je pense, plutôt de les faire rêver. Donc, j'ai pas trouvé de cofondateur et surtout que les gens que je discutais avec, franchement, enfin, à La Réunion, en fait, ce qui est dommage à ce moment-là, ce que moi j'ai appris, c'est que c'est assez rude quand même des fois, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on tombe sur des personnes qui vont vraiment, vraiment te décourager, quoi. Enfin, moi, enfin, je pourrais raconter peut-être une petite anecdote, enfin, je profite du podcast, mais Vas-y. quand j'avais fait une présentation, je suis allé voir, en fait, je vais pas forcément nommer les gens, mais je suis allé voir, en fait, une boîte, justement, où une pote à moi, enfin, l'ancienne pote à moi, justement, travaillait là-bas. Et elle me disait, ouais, bah, viens, passe et tout, parce que mes boss, en fait, c'est des entrepreneurs, ils sont à fond là-dedans, etc. J'avais imprimé une petite présentation et j'avais pris rendez-vous avec eux pour leur présenter les choses.
Mais franchement, je pense que c'était enfin, ça m'a tellement marqué que je m'en souviens encore. Donc, c'était un comme des pires jours de ma vie, mais dans le sens où je suis arrivé. Donc, ils étaient trois cofondateurs. Et donc, il y a un très sympa qui m'accueille chaleureusement, qui dit, ouais, c'est pas et tout. Et il y a un, donc, le big boss, quoi, le CEO qui vient, qui me dit, oui, c'est pourquoi, enfin, tu vois, qui souffle un peu, qui dit qu'il n'y a pas de temps pour ça. Enfin, bref, tu dis, bon, ok. Bon, déjà, il te dit bonjour, il te salue, mais il te regarde même pas. Tu fais, bon, tu sens que tu déranges. Du coup, le mec te dit, bon, allez, on se dépêche, on se dépêche. Il prend finalement mon carnet, il le feuille, mais très, très, très rapidement. Il me dit, bon, en fait, franchement, je vais te dire, ça va pas marcher du tout ton truc. Ça sert à rien. Franchement, laisse tomber, ça marche pas. C'est des trucs qu'il faut pas faire à la réunion. Ça marchera jamais, ça marchera jamais. Donc, après, il se lève, il dit, bon, bah voilà, merci beaucoup. Ça a duré, franchement, ça a duré, allez, 45 secondes. Merci beaucoup, allez, au revoir et bonne journée. Sans regarder, hein, sans aucun regard dans les yeux, quoi que ce soit. T'es là, tu fais, OK, toi, tu sors d'école, tu as envie de monter ta boîte, tu fais, bon, bah, je vais peut-être chercher un taf alors, parce qu'apparemment, c'est plus facile. Bon, alors finalement, son autre cofondateur me rassure et tout, me dit, non, prends pas comme ça, il est compliqué, mais il est gentil. Et ouais, bon. Mais bon, bref, moi, ça m'a pas découragé plus que ça, dans le sens où après, j'ai fait un startup week-end. C'était cool, j'ai appris des trucs, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des personnes qui sont plus ouvertes en tout cas. Mais voilà, mais donc comme je disais, un an est passé et moi j'avais besoin aussi de mon indépendance parce que je vivais chez mes parents en ce moment-là. Et à un moment donné, bon bah même financièrement et tout, je sais pas, j'avais besoin d'être autonome là-dessus. Et je me suis dit bon, j'ai dépensé un peu le quota d'énergie que je m'étais donné. Mm. Peut-être que le mieux c'est d'aller rejoindre justement une startup et d'apprendre en fait d'eux et on verra après ce qui se passe quoi. Donc à ce moment-là, en fait, bah, je suis retourné à Paris. Enfin, j'ai postulé en étant à La Réunion pour une boîte qui était à Paris. On avait fait les entretiens à distance et du coup, il m'avait dit oui avant que j'arrive à Paris. Donc ça, c'était vraiment cool parce qu'en fait, compte, j'avais un taf avant même de m'installer à Paris. Donc, il m'avait aidé justement en termes de documents pour que je trouve un appart rapidement, etc., etc. Ça, c'était Mm. vraiment cool. Euh, Après, je partais pas, je veux dire, en étant aveugle, comme j'avais fait mes études à Paris, c'était facile de revenir, en fait, on va dire, dans le moule dans lequel j'étais. Et Julien, pendant que tu tends cette perche-là, ça fait un moment que je voulais te reposer la question. J'aimerais juste qu'on revienne un tout petit peu en avant. C'est pourquoi toi, tu as fait des études d'ingénieur en informatique? Qu'est-ce qui t'a fait aller là-dedans? Et finalement, est-ce que ça n'a pas joué un peu dans ce premier choix d'expérience? Parce que tu dis c'est là que tu as trouvé ton stage. J'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus par rapport à tout ça. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, alors, ça va paraître peut-être, alors c'est peut-être moi aussi qui me suis construit cette réalité-là, mais en tout cas, moi, je me rappelle que fin collège, en fait, j'ai un beau cousin, donc, vraiment des anecdotes comme ça, mais un beau cousin, en fait, qui est venu en vacances en France et il était tout le temps avec son PC, en fait. On s'en dit. Et du coup, un jour, moi, voilà, je suis au collège, j'ai dit, mais tu fais quoi, en fait? Tu vois, enfin, voilà, tu fais quoi? Et il me dit, bah, je suis ingénieur d'informatique. Et du coup, je vois ce qu'il fait et je me dis, waouh, enfin, en gros, je vois le fait qu'il code, le fait que c'est visuel, le fait qu'il transforme les trucs. Je me dis, mais c'est impressionnant ce que tu fais. Et il me dit, ouais, bah, c'est cool, voilà. Et voilà. Donc, moi, qui suis à cette époque-là en plus, enfin, comme tu connais très bien aussi, Clément, c'est que, tu vois, l'ordi se développe de plus en plus. Tu vois, on commence à télécharger des choses, on commence à passer plus de temps sur ordi, MSN, quoi que ce soit, mais en tout cas, on passe plus de temps sur ça que peut-être les jeux vidéo ou autre. Et du coup, en fait, bah, j'avais ce petit, voilà, c'était le truc qui m'inspirait le plus comme taf, quoi, en fait. C'était de me dire, bah, enfin, je fais de l'informatique. Et quand je suis arrivé au lycée, en fait, il y avait une option qui s'appelait sciences de l'ingénieur, donc SI, enfin, même easy initiation sur l'ingénieur. Et du coup, j'ai commencé à faire ça. Et pareil, en fait, j'ai rebaigné en fait dans l'informatique avec des outils comme SolidWorks ou bref, plein d'outils qui te permettaient de faire des trucs de ouf via un PC. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, vas-y, je vais continuer là-dedans. Et voilà. Et du coup, je suis arrivé en prépa et voilà, j'étais persuadé. En fait, après, un autre conseil que j'ai eu, c'est pour ça que je garde toujours ces petits conseils en tête et ça fait la diff. C'est mon prof de maths quand j'ai passé mon bac et que je faisais les vœux là. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'ai dit, bah, franchement, ingénieur informatique. Il m'a dit, bah, ok, bah, la voie la plus facile, enfin, la plus facile, la plus courte, on va dire. Il me dit, c'est intègre une école d'ingénieur. J'ai fait, ok. J'ai dit, mais il faut aller en prépa, tout ça. Et comme d'hab, tu sais, là, c'est dur ça, non? Apparemment, les gens, ils souffrent beaucoup là-bas. Est-ce qu'il faut pas que j'aille à la fac? Il m'a dit, bah, Ils dorment franchement, pas tu la peux faire la nuit. fac. Voilà. Tu peux faire la fac, mais en gros, avec une école d'ingénieur, tu es assuré d'être ingénieur informatique, quoi. Enfin, c'est la voie la plus courte, la plus dure, mais la plus courte. Du coup, j'ai suivi son conseil. Et quand je suis arrivé en prépa, en fait, je me suis dit, franchement, je
j'étais pas le meilleur, clairement, et c'était pas ce que enfin, c'est pas ce que je cherchais. C'est facile à dire, mais enfin, c'était dur et fallait bosser, quoi. Donc, c'était pas forcément dans mon tempérament aussi d'être bon élève et voilà. Mais donc, je faisais le minimum, on va dire, pour assurer, voilà, pour pas qu'il y ait trop de dégâts. Et en gros, bah, je me suis dit que je trouverais forcément une école d'ingénieur qui veut de moi, en informatique en tout cas. Surtout que c'était pas forcément les écoles les plus prestigieuses dans le sens où, les petites écoles d'informatique comme, enfin, c'est prestigieux, mais comment dire ça, le coût d'entrée, il n'est pas élevé en fait. C'est-à-dire que, enfin, contrairement par exemple à l'ENSAM ou à Polytechnique, etc., c'était rien à voir, quoi. Donc finalement, j'ai intégré les frais. Et voilà. Et les frais, en fait, ce qui était vraiment cool, donc après aussi, c'est une question de chance, hein, finalement, c'est que les frais, ce qui était cool, c'est que c'était pluridisciplinaire, en fait. C'est-à-dire que c'était pas comme Epitech, c'est-à-dire orienté full informatique. Moi, j'avais des cours de finance, j'avais des cours de droit, j'avais des cours voilà, de sciences de l'information. En fait, c'est vraiment cool parce que tu as un bagage. Alors, même si tu ressors de l'école, tu dis, ouais, mais en fait, c'est écrit sur ton diplôme ingénieur informatique logiciel, tu dis, ouais, enfin bon, tu sais écrire une petite ligne de code, mais c'est pas non plus la folie, tu vois. Tu dis, c'est un peu l'arnaque le truc, tu vois. Mais bon, finalement, tu sais qu'avec la pratique après, avec ton stage et tout, c'est là où c'est exponentiel, quoi. Mais en fait, ton bagage que tu as, c'est ça que j'ai plus aimé avec mon école d'ingénieur, c'est que ça t'offre en fait une ouverture sur beaucoup de choses, en fait. Sachant qu'après, et c'est peut-être ça aussi qui aide à l'entrepreneuriat, tu vois, comme tu disais, c'est que en fait, ça te donne des pistes, tu vois, ça te dit, tu vois, moi, par exemple, j'ai toujours retenu cette idée que mon prof de droit en école d'ingénieur, il a toujours écrit sur un tableau une idée, ça vaut rien du tout, tu vois. Il a dit ça en droit, c'est prenez-le vraiment parce que voilà, il y a des gens qui veulent créer des choses. Et bah, d'ailleurs, le Open Classroom, le site du zéro, tout ça, enfin, c'est des mecs qui viennent de l'Effray. Donc, ils sont un peu cet état d'esprit-là. Et c'était pour dire à quel point, bah voilà, quoi, quand tu as une idée, en fait, ça suffit pas, il faut aller plus loin, il faut exécuter, il faut travailler, etc. Ouais. Donc, c'est ça qui m'a un peu amené, à ça. Ok, écoute, hyper intéressant. Donc là, du coup, donc tu finis ton école, tu fais ton stage, tu te prends cette année où Pour finalement faire tu pars sur un l'entrepreneuriat, ouais, conseil et tu te dis, ok, je vais tester des choses. Et là exact. arrive cette phase de transition. Alors, sans peut-être rentrer dans un premier temps dans le détail, puisqu'on va revenir un peu sur chacun des points, mais est-ce que tu peux nous Ouais, dire, du coup, euh, tu vois juste les intitulés un peu de ce que tu vas faire et qui nous amène jusqu'à maintenant en 2022. Et après, on reviendra du coup en détail sur, ouais, bien sur sûr. ton parcours. Bah, en gros, pour faire très simple, j'ai été développeur web full stack quand je suis rejoint la startup après. Donc ça, j'ai fait enfin, de toute façon, en tout cas, tout le bêta, c'est à peu près en 3-4 ans. Enfin, voilà. Donc ça, c'était développeur web full stack, donc dans une boîte qui s'appelle Click Rendez-vous. Ensuite, j'ai quitté cette boîte-là pour rejoindre un ami donc chez Octo Technologies où là, j'avais deux casquettes. Donc, on montait un projet en tant qu'intrapreneur, donc à l'intérieur de cette boîte-là, donc sur les freelances. Donc, on montait, voilà, on était porteur de ce projet-là. Et à côté, j'étais pareil, enfin, développeur au départ et je suis monté tech lead. Enfin, en tout cas, je faisais en gros le mi-temps en étant consultant, quoi. Donc voilà, j'ai fait ça pareil pendant 3-4 ans, enfin 3 ans même. Et après, petite coupure de quelques mois, mais après, j'ai rejoint justement Conto, où là, pareil, je suis resté 3 ans, et là, j'ai rejoint Conto en tant que growth hacker au début. Donc, pour dire ce que c'était concrètement, c'est que j'étais développeur, mais dans l'équipe marketing. Donc, voilà, comme moi, enfin, ils avaient cette conviction que c'était quelque chose qui allait apporter de la valeur. Et ensuite, on avait fait évoluer le poste et je suis devenu growth engineer. Et après, bah, j'ai construit mon équipe. Du coup, je suis lead growth engineer, enfin, en gros, chef de projet sur ce sujet-là. Et voilà. Et après Conto, donc voilà, j'ai quitté Conto et avec des anciens de chez Conto, on a monté une boîte qui s'appelle Lago. Voilà, donc j'étais cofondateur de cette boîte-là pendant 10 mois à peu près. Et j'ai quitté cette boîte-là il y a enfin novembre, non, pas novembre, en août dernier, 2021. Donc voilà. Et aujourd'hui, quand j'ai quitté Conto, en fait, j'ai demandé une rupture conventionnelle, donc ça aide énormément. Ce que les gens disent pas trop des fois quand ils montent des boîtes, ils racontent pas trop ces aspects-là, mais voilà, moi j'avais fait cette demande-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, je peux continuer à mener le projet et ne pas me soucier en tout cas des besoins financiers. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait je suis vraiment dans une optique à construire quelque chose
qui va remplacer cette rupture conventionnelle quand elle sera terminée pour garder en fait cette liberté que j'ai aujourd'hui. Donc, je sais pas comment on peut dire ça, mais en gros, je suis plus dans un mood de solopreneur où je fais mes petits trucs à droite à gauche pour Mm. Mm. avoir des compléments de revenus, des revenus un peu semi-passifs, etc. Alors, merci pour ce partage hein, qui est riche. En préparant ton interview, Julien, avec Clément, on a commencé à lister un peu toutes les boîtes dans lesquelles tu as travaillé, tous les projets aussi sur lesquels tu as travaillé. Tu vois, on peut mentionner tout ton travail au sein de l'Association des étudiants rayonnés de Paris, par exemple. On peut Ouais, parler aussi de Appreciali, la première startup marketplace dans la food réunionnaise. c'est Donc, clair. on peut parler vraiment de beaucoup de choses. Euh, Moi, il y avait une question qu'on se posait avec Clément. Donc, tu as parlé de ce module sur l'entrepreneuriat que tu suivi à l'école, de cette première expérience à La Réunion qui finalement aboutit en tout cas, à l'échec du projet. Donc, on se posait la Mhm. question de savoir, c'était quoi la transition qu'il y avait eu peut-être entre, tu vois, est-ce qu'il y a un moment clé qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat? Et au-delà de ce moment clé, qu'est-ce qui fait, après ta première expérience à La Réunion, de te dire, tu vas aller travailler comme salarié dans une startup, tu l'as dit toi-même, pour comprendre comment ça marche. Est-ce que tu Mhm. avais déjà l'idée à cette époque-là de te dire que tu allais monter après, prendre de l'expérience pour monter après, remonter une autre boîte, etc. Alors, pour le lancement dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est vraiment le fait de dire, bah, en fait, je pense que c'est très lié à ce côté informatique, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, quand tu vois que tu as dans les mains la possibilité de créer des choses sur le web, sans trop de barrières, en fait, c'est ça que a amené le web, hein, ça enlève les barrières finalement. Bah, en gros, tu te dis, tu as envie de cette liberté, en fait, tu as envie de connaître le truc, tu as envie de te lancer, tu vois en plus des gens qui se lancent, tu vois, en fait, c'est les gens aussi qui t'entourent, qui t'entraînent forcément, qui t'influencent en fait dans tout ça. Et comme en fait il y a un peu ce côté zone de confort dans le sens où tu retournes à la Réunion, il y a tes parents, ça va, tu prends pas un risque énorme en fait. Tu viens de finir tes études, tu vois, il y a des gens qui prennent un congé sabbatique pour voyager pendant un an. Bah toi, tu te dis bah je prends un an pour monter ma boîte, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, je me suis dit, enfin, c'était du coup c'était facile de se lancer. Enfin, je parle vraiment pour moi, mais je me dis que c'était facile de se lancer par rapport au fait qu'il y avait l'informatique que je commençais à maîtriser et que ça me permettait de me lancer encore plus et ce côté confort de retour à la Réunion, quoi. Donc il y a ça. Et après, pour le comeback en tant que salarié, bah, c'est surtout, comme je disais, c'est l'indépendance financière, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, tu craques. C'est-à-dire que tu vois que ton truc, il marche pas, qu'il y a des gens qui payent pas, que tu trouves pas de cofondateur. En fait, tu cumules tellement de choses et il y a un truc que que tu cumules pas, c'est l'argent tous les mois, quoi. Et en gros, à un moment donné, tu te dis, ouais, enfin, moi, en fait, j'aime être indépendant dans ce que je fais. J'aime galérer tout seul. Et c'était important pour moi de dire à mes parents à un moment donné, non, non, mais stop, arrêtez de m'aider et je vais me débrouiller, quoi. Donc, je vais économiser de l'argent, je vais apprendre d'autres personnes. Je vais retourner à Paris. Et surtout une question peut-être aussi de mentalité, tu vois. C'est-à-dire que j'étais un peu sonné aussi par la mentalité de certaines personnes, pas tout le monde, mais certaines personnes à La Réunion qui mettaient des bâtons dans les roues. Je me suis dit, franchement, je suis à bout, tu vois, enfin, je suis à bout, je n'étais pas par terre non plus, mais j'étais fatigué, en fait, de ça, et je me suis dit, peut-être le meilleur écosystème pour moi, c'était Paris, quoi. Donc, voilà, et ça me permettrait de me développer plus facilement, enfin, voilà, je parlerais le même langage qu'à d'autres personnes, et du coup, ça aurait été cool, et c'est vrai, en fait, ça a joué énormément là-dessus. Dans le premier épisode, on avait interviewé Jérôme qui nous parlait aussi de cette dissonance qu'il peut avoir entre bah, quelqu'un qui finalement se forme enfin, directement ou indirectement avec le contenu qui émerge de cet écosystème parisien et qui cherche après à l'appliquer bah, dans des territoires comme La Réunion ou comme les Antilles où il y a effectivement un décalage qui n'est pas que subtil entre bah, les modes de consommation, les usages, euh, le rapport aussi au digital. Et effectivement, ça peut être assez déstabilisant. Euh, donc, tu disais, je trouve que tu as un discours qui est très transparent et qui est très franc, qui casse un peu, comme tu disais, enfin, des idées autour de l'entrepreneuriat où on voit des gens lancer des projets qui génèrent pas
de cash au début et on se demande comment est-ce que c'est possible. On se dit, est-ce qu'il y a un secret derrière, etc. Il y a un truc qui est intéressant quand on lance une entreprise, c'est toujours ce côté où faut être focus sur le projet, il faut continuer, il faut continuer. Et puis, il y a un moment donné où il faut aussi être rattrapé par la réalité des choses, ou à un moment donné, quand ça marche pas, et ben, ça marche pas. Hmm. Du coup, avec Clément, on sait que toi, tu es très adepte de du coup, cette démarche de Lean Startup, avancer pas à pas, lever les hypothèses. Et je trouve que quand on regarde ton parcours, on peut relister, hein. Alors, tu vois, tu parlais de Fingo First en 2013, où ton projet est détruit en 45 secondes. Et on arrive après en 2021, donc ça fait quoi? Ça fait 8-9 ans plus tard. Tu montes une startup qui est incubée à Y Combinator, le plus gros incubateur de startup aux États-Unis. C'est juste incroyable en fait, comme Hmm. parcours sur une échelle de temps très, très courte. Et avec Clément, on préparait l'interview et on se disait que c'est vraiment ça, ta force, c'est cette capacité que tu as construite à arriver à lancer un projet rapidement, à le développer rapidement et à réussir à passer de l'idée au concret et de savoir Hmm. finalement quand s'arrêter et quand continuer. Du coup, on aimerait beaucoup avoir ton retour sur la base de tes expériences qu'on peut rappeler. Donc, premier projet entrepreneurial Fingo First à La Réunion, beaucoup de projets de side project dans l'associatif, l'expérience salariée avec Click Rendez-vous, euh, ton expérience chez Octo, Mhm. avec en parallèle le projet Appreciali, ensuite l'expérience Conto, pour finir par Lago, plus d'autres choses que tu fais, que tu as fait, d'autres choses que tu fais en ce moment. Donc, sur la base de toutes ces expériences, euh, Mhm. c'est quoi pour toi, voilà, les clés pour lancer, développer un projet et de savoir un peu à chaque étape clé, c'est quoi le go, no go? Est-ce que je continue? Est-ce que je Hmm. m'arrête? Comment? Hmm. Euh, alors, honnêtement, après, tu vois, voilà, en 10 ans d'expérience, là, les choses ont vachement évolué. Enfin, mine de rien, tu vois, par exemple, sur ces 4 derniers mois encore, Hmm, un peu plus, j'ai appris d'autres choses qui ont changé aussi ma vision, en fait, de certaines choses. En fait, moi, le truc, c'est que j'ai toujours été quelqu'un où, enfin, je suis patient, mais j'aime pas attendre quand il s'agit de moi, en fait. C'est-à-dire que j'aime pas attendre quand c'est moi qui fais les choses. Voilà, je veux, voilà, tout de suite, tu vois, genre, je lance un projet, je veux tout de suite qu'il y ait des gens qui testent, je veux tout de suite que, voilà. Et du coup, en fait, je vais tout de suite, en gros, chercher, en fait, ces petits trucs-là pour me dire, OK, par exemple, Fingo First, tu vois, quand je lisais à l'époque, le Lean Startup, le bouquin. Tu vois, il disait, bon, il faut aller parler aux gens et c'est comme ça qu'ils vont, voilà, ils vont commencer à des repas. Bah, ok, en fait, tu vois, du coup, bah, je sors et je dis à ma mère, bon, bah, ce soir, je vais aller en ville Saint-Pierre ou Saint-Denis et je vais faire magasin après magasin pour demander aux gens, voilà, quoi. Et en gros, ça, enfin, je sais pas si c'est une faculté, mais en tout cas, j'ai besoin de sentir que ça traîne pas quand c'est moi qui fais les choses. Et du coup, je vois pas forcément cet aspect temps, en fait, on va dire, ah ouais, en 6 mois, tu as fait tout ça, en vrai. Alors, en gros, on peut me le dire, mais moi, je m'aperçois pas forcément de ça. Et du coup, je suis toujours dans cette recherche, en fait, d'avancer, quoi. Parce qu'en gros, sinon, c'est un peu ça, en fait, qui va après me mettre la puce à l'oreille pour me dire, ouais, bah, peut-être que tu es en train de faire un truc qui sert à rien, quoi. Donc, euh, donc tu vois, Fingoffers, bah, à force de voir les gens et c'est ça qui m'a permis de découvrir que les gens avaient peur d'Internet, que c'était très, très difficile d'arriver sur là. Qu'à un moment donné, tu commences à comprendre, en fait, le véritable problème. Et, mhm. euh, et c'est ça qui te permet de te dire, bah, en fait, c'est là déjà où tu as un premier panneau qui te dit, OK, est-ce que tu veux aller fouiller ce plus gros problème ou est-ce que tu veux sortir de cet engrenage là, tu vois. Et c'est un peu ce que j'ai vécu aussi, par exemple, tu vois, avec Appreciali, par exemple, que tu connais très bien parce que c'est un projet qu'on a mené ensemble. Mais Mhm. Appreciali, c'était arrivé à un moment où pareil, à chaque fois, on était tombé sur des panneaux, tu vois, en disant, on lance un peu notre truc, on fait nous-mêmes les plats, bim, premier panneau, bon, la bouffe est pas terrible, on s'est pas livré, etc.
qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on va plus loin? Bon, il y a une option. Ok, on va explorer l'option, on va permettre à d'autres personnes de faire manger, de livrer eux-mêmes, etc. C'est pas mal, ça ne demande pas d'effort. Et là, boum, à un moment donné, tu retombes sur un panneau qui te dit, bon, bah, comme on s'était un peu toujours dit, de dire, bah, on met pas notre vie privée, tu vois, en risque par rapport à cette boîte-là. Et ça tombe sur une période de food tech où il y a des grosses, enfin, il y a des boîtes qui lèvent des fonds, tu vois que ça tire les prix vers le bas. En fait, je comprends que c'est un projet qui te demande de, est-ce que tu es chaud pour aller vraiment aller lever des fonds, aller te transpirer le truc, aller te galérer face à des grosses boîtes, etc. Ou est-ce que voilà, tu sors du truc, quoi. Et en fait, c'est un peu ça, moi, parce que c'est un peu ça que j'ai eu, tu vois, au fil de l'eau. Mais en même temps, tu vois, je trouve aujourd'hui, en tout cas, que je peux pas dire que c'est bien ou c'est pas bien, en fait. Enfin, je sais pas, enfin, je pourrais pas juger, mais en tout cas, c'est là aussi où tu vois, je pense, la réussite dans des projets qui marquent vraiment le coup, tu vois. Enfin, je prends par exemple un projet un peu dans le sens là parce que je connais un peu les mecs qui, voilà, mais la boîte Captain Train qui est devenue Trendline, voilà, qui était lancée, et ben, tu vois, ces mecs-là, en fait, Oui. quand tu lis leur histoire, bah, voilà, ils ont eu plein de panneaux comme ça qui leur dit, bah, est-ce que tu veux sauter la barrière qui est très très haute là, ou est-ce que tu veux abandonner? Et ces mecs-là, ils ont continué, ils ont continué, ils ont continué, et ils ont fait quelque chose de remarquable. Et c'est pareil pour les gens qui ont fait Doctolib, ou même par exemple, tu vois, Conto, enfin, les mecs, en fait, voilà, c'est une question de quelle direction tu crois à un moment donné dans ta vie pour est-ce que tu es prêt à te enfin, foutre un peu en l'air, on va dire, entre guillemets, dans ta vie perso ou autre, ou est-ce que tu n'es pas prêt à ça? Et, voilà. Et c'est un peu le panneau que j'ai eu aussi avec Lago, en fait. C'est qu'on était arrivé à un point où, et c'est pour ça que c'est un sujet hyper important quand on monte une boîte au départ avec des fondateurs, ça paraît bête, mais c'est un peu le côté, comme on dit, quand tu es en couple, à un moment donné, si tu es avec une personne depuis 10 ans et qu'elle te dit, bah, en fait, moi, je veux pas d'enfant, et alors que toi, t'en voulais, tu te dis, ah ouais, là, bah, en fait, c'est un peu pareil, c'est de dire, bah, là, on va lever des fonds et on va avoir une pression d'investisseurs, on va avoir, en tant que cofondateur, tu passes moitié de ton temps à aller justement aller pitcher ton projet, aller, enfin, et du coup, moi, et je l'ai vécu chez Lago, c'est quelque chose où j'ai encore eu cet apprentissage, en fait, de me dire, bah, non, c'est pas le modèle que tu cherches, en fait, parce que tu l'as toujours fui depuis 10 ans, en fait. C'est-à-dire que quand ça arrive à un bout du projet, bah, tu te poses la question et tu te rebraques. Donc, et voilà. Et du coup, le fait d'être revenu à la Réunion, c'est aussi pour moi, en fait, de partir sur, en fait, là, ce que j'ai vraiment envie, c'est de me dire, je me lance dans un truc, et je vais jusqu'au bout. C'est-à-dire que chaque panneau que je rencontre qui me dit il y a ces difficultés-là, bah, je choisis pas le chemin, on va dire, qui facilite les choses pour me baquer autrement, mais enfin qui me permet de changer de direction sur un truc peut-être plus simple. Mais là, je me dis non, non, vas-y, 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 prends la direction la plus difficile, quoi. Sans non plus, en fait, tu vois, en étant, en fait, en dessinant le modèle qui me convient, en fait. C'est ça aussi qui est important. C'est-à-dire que Mhm. je sais qu'aujourd'hui, avec la gauche, ça a vraiment validé ça. C'est que je sais qu'aujourd'hui, je ne veux pas entreprendre pour aller lever des fonds, pitcher ma boîte auprès des investisseurs aux États-Unis ou autre. Alors, je dis ça, peut-être que ça arrive un jour, je me dirai, ah, la merde. Mais en tout cas, je ne sais pas ce que je recherche, en fait, parce que c'est des moments qui te prennent sur ton mental, enfin, sur ton énergie, qui te bouffent énormément. Qui te bouffent, franchement, je l'ai vécu et je peux, je peux témoigner du fait que ça te bouffe énormément, en fait. Et il faut être prêt, en fait. Et c'est quelque chose où les gens se rendent pas forcément compte aussi quand ils se lancent. On se dit toujours, Hmm. ah ouais, il faut se lancer, le plus dur, c'est de se lancer, ouais, ouais, enfin, ok, mais en fait, à un moment donné, quand tu te lances, il y a l'après, en fait. Et l'après, c'est, bah ouais, il te faut des fonds, en fait, il faut de l'argent, il faut faire du business, en fait. Et faire du business, c'est quoi? C'est aller trouver des clients, c'est arrêter tes petits bouts de code pour automatiser je ne sais quoi. C'est non, non, c'est aller pitcher ton truc, c'est aller voir des investisseurs, c'est aller pitcher ton truc. Et ça, en fait, c'est de poser la question à un moment donné, est-ce que tu aimes faire ça, quoi? Et à quelle échelle, en Ouais. fait, tu aimes bien faire ça? Donc, Ouais. C'est se faire secouer voilà. aussi un peu finalement, c'est de dire qu'il y a Ouais, forcément des sujets sur lesquels tu vas devoir peut-être faire des choses que tu n'aimes pas faire. Et moi, enfin, là, il y a deux choses que j'aimerais exactement. ressortir de tout ce que tu viens de dire et vraiment, c'est vraiment marquant quand tu le dis. C'est en fait, il y a quelque chose dont on entend tout le temps parler et qui, toi, a été ton sujet pendant ta première expérience, c'est le product market fit, en fait. C'est de dire, bah, OK, Mhm.
Aujourd'hui, le click and collect, il n'y a pas de sujet. Personne ne se dira aujourd'hui en 2022, le click and collect, c'est mort. Non, tout le monde fait ça. Hmm. Donc, ça veut dire que toi, tu es arrivé avec une super idée sur un marché qui n'était pas prêt, soit par sa position, soit par le timing, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve à chaque fois qu'on parle avec des entrepreneurs. Et en réalité, même quand on parle avec des incubateurs, etc., c'est le sujet, c'est le produit de market fit. Mais il y a un Hmm. deuxième sujet dont tu parles et dont on parle assez peu. Et je trouve que c'est bien parce que ça reste vraiment en cohérence avec la transparence que tu donnais depuis tout à l'heure. C'est effectivement, quand entreprends, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Il y a des choses que tu vas faire et tu vas aimer le faire. Il y a des choses, ça va être difficile. Et bien souvent, quand tu commences à te lancer dans des sujets de start-up, etc., parfois on te dit qu'il faut faire des tests sur est-ce que tu es prêt à entreprendre, etc. Et en fait, ça sonne très théorique parce que tu te dis, mais pourquoi tu es en train de faire ce genre de choses? Et je trouve que tu l'illustres très bien. C'est-à-dire que Hmm. à un moment donné, pour passer ces difficultés-là, il faut que tu aies un why de dire pourquoi tu es en train de faire ça, qui soit suffisamment fort pour dire tu vas, tous ces drapeaux-là, comme tu disais, tu vas les dépasser parce que ce que tu es en train d'essayer de faire, c'est plus grand que toi-même ou tu vois, Hmm. ça sert peut-être quelque chose de plus important que uniquement aller faire un pitch, et ça. Et c'est ce que je retrouve bien dans ce que tu es Hmm. en train de dire. Donc, c'est même pas finalement que tu as arrêté parce que tu n'es pas entrepreneur, parce que finalement, tu y es encore. Mais c'est de Ah se dire, ouais, ouais. il faut trouver aussi la chose qui, toi, te motive, parce que de toute façon, tu vas devoir faire des choses Hmm. qui te plaisent pas, et c'est la vie de l'entrepreneuriat, et c'est la vie de manière générale. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant et tu l'illustres très, très, très bien, en fait. Non, mais je suis complètement d'accord et ça rejoint un peu un autre truc, je pense qu'il faut prendre en compte, c'est ce qui rejoint ce que disait Jérôme dans un de ses podcasts sur le fait de dire bah la boîte dans laquelle il bossait à Paris, ça n'a pas marché. Il y a des mecs qui sont lancés juste après à côté et ça fait, enfin, ou presque en même temps, en tout cas, je me souviens plus, mais ça a cartonné, quoi. En fait, il y a une question aussi où il faut que les étoiles soient alignées, en fait. C'est ouf, hein, mais ça change tellement, tellement les choses. Enfin, avec Lago, enfin, juste pour en dire un peu plus là-dessus, mais genre, faut prendre en compte qu'on a fait Y Combinator en à peine 6-7 mois de lancement, mais alors que sachant que, alors je prends aussi des stats derrière, sachant que il y a à peine, je crois, entre 20 et 30% des boîtes enfin, qui, quand elles se lancent la première fois sur Y Combinator, enfin, qui postulent pour la première fois sur Y Combinator, qui passent le truc, en fait. C'est-à-dire que Y Combinator, en fait, ils prennent jamais au premier, enfin, ils presque prennent jamais au premier coup, ils prennent quand tu reviens après, en fait, parce que la boîte est trop, c'est trop tôt, il n'y a pas de clients et du coup, ils peuvent pas vraiment travailler avec. Donc, on a ressenti ça un peu aussi. Mais tout ça pour dire quoi sur les étoiles qui sont alignées, c'est que mine de rien, pour pouvoir monter la Go, il a fallu qu'on vive 3 ans chez Conto un problème qu'on a vécu avec vraiment une équipe soudée, une équipe qui a un état d'esprit d'entrepreneur. C'est-à-dire que moi, ma boss, elle avait un état d'esprit entrepreneur. Le mec avec qui je bossais, qui était hyper bon, c'était un entrepreneur. Il avait monté sa boîte. Moi, j'ai rejoint la boîte parce que voilà, j'avais aussi cet état d'esprit-là. Donc, on était salariés, mais en étant entrepreneur, et on savait détecter des problèmes, en fait, des problèmes qui valent le coup. Et on s'était toujours dit un peu comme une blague au moment avant de monter Lago que, ah tiens, ce problème-là, là, franchement, vu le prix qu'on paye pour cet outil et qu'il est pourri, bah, si on doit lancer une boîte, c'est sur ce truc-là. Et on disait un peu comme une blague parce que l'outil il était pas top, quoi. Et finalement, quand on quitte un peu tout ça, pas tout le monde avait quitté Lago, mais on est là, on se dit, bon, bah, tiens, on va. Il y a mon ancienne boss du coup qui m'envoie un message, me dit bah, ça ne dit pas de monter une boîte sur ce sujet-là. Ouais, bah en fait tu dis ok. Elle appelle mon autre camarade, enfin mon autre pote du coup pareil, et il est chaud. Et en fait les étoiles s'alignent petit à petit. Pourquoi? Parce que moi j'ai ma rupture conventionnelle, elle avait sa rupture conventionnelle, mon pote en fait qui démissionne, il a sa rupture conventionnelle. Ensuite, bah, du coup on arrive à attirer 2 autres personnes de chez Conto pour nous rejoindre, donc un freelance et une autre personne. Enfin, franchement, en 2 mois, on était déjà 6 dans la boîte. Tu fais waouh, ok, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, tu vois, le CTO à la base, finalement, il peut plus travailler, il peut plus nous aider parce qu'il a d'autres priorités familiales, personnelles. On se dit putain, on perd notre CTO qui était l'ancien VP Engineering de chez Conto. Tu dis ok, qu'est-ce qui se passe? Lui, finalement, il nous met en relation avec un mec qui était l'ancien CTO d'une autre boîte. Ça match de ouf. Donc, en à peine moins d'un mois, on retrouve un autre CTO. Tu fais, mais tu vois, quelle boîte aujourd'hui, quand tu vois les boîtes qui galèrent, on dirait, ouais, je ne trouve pas de CTO, donc Ouais. je ne me lance pas. Là, en moins d'un mois, on trouve une boîte. Ensuite, finalement,
les gens commencent à nous suivre, on arrive à lever des fonds très rapidement, on fait Y Combinator tout de suite derrière. Enfin, parce qu'en gros, on est chez Conto, donc les gens nous font confiance. Enfin voilà. Et en fait, tu vois, c'est aussi une question d'alignement d'étoiles qui nous a permis de nous lancer. Mais ça, enfin, ça veut pas dire non plus que ta boîte réussit en fait. C'est ça qui est ouf, c'est qu'il y a un facteur chance. Tout ça pour rejoindre aussi ce que disait Jérôme, donc pour revenir là-dessus, mais il y a un facteur chance en fait, comme tu disais, le temps, le product market fit. Mais le product market fit, c'est quoi en fait? Tu vois, c'est quel problème en fait finalement? Enfin bref, c'est un univers dans lequel il y a tellement de variables que franchement, il faut que tu aies la patience justement pour te dire à un moment donné, tu as trouvé en fait comment manipuler l'équation pour que ça fasse ce que tu veux. Mais si tu n'as pas la patience de ça, et si, enfin, bref, et soit en fait, tu te mets la pression pour avancer vite parce que tu n'as pas le temps en fait, tu n'as pas le temps et la question de temps, c'est une question de cash. Tu n'as pas le temps, tu n'as pas de cash, etc. Ta rupture conventionnelle, elle se termine ou autre. Ou soit tu as le temps parce que tu as du fric et c'est pour ça que les gens lèvent du fond pour explorer les choses, quoi. Mais l'idée du lean, en fait, c'est ça, c'est comment apprendre le plus vite possible pour explorer cet univers où il y a beaucoup de variables, en fait. Et voilà, et des fois, tu l'explores, mais tu trouves rien et ça s'arrête là, quoi. Tu vois, la Go, quand moi je suis parti, on était toujours sur cette question de product market fit ou pas, quoi. Et je sais qu'en quittant la boîte, en rediscutant avec mes camarades, bah, ils avaient pivoté certaines choses, tu vois, pour orienter le produit d'une façon différente, en fait. Tu te dis, ah ouais, ok. Ça. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont appris pour arriver jusqu'à là? Alors que il y a 3-4 mois, on n'aurait jamais fait ce move-là, quoi. Et tu te dis, voilà, c'est la vie d'une boîte quand elle se lance, quoi. Et c'est pas parce qu'il y a eu des étoiles qui sont alignées que ça veut dire non plus que succès à la fin, quoi. Donc, faut être conscient de ça. C'est-à-dire que tu fais quelque chose et tu as autant de chances de réussir que enfin, t'as même plus de chances de te foirer que de réussir. Mais voilà, c'est tout le truc. Ça me rappelle un conseil que j'entends beaucoup moi, en tant que commercial, c'est il faut présumer de rien en fait. Il peut autant se passer des super choses alors que tu pensais que finalement pas du tout et l'inverse est aussi vrai et ça me fait penser à ça. Et Julien, juste pour qu'on puisse quand même toucher vraiment du doigt ce que c'est Ouais. Lago, est-ce que tu peux nous dire voilà le produit, la problématique à laquelle le produit répondait et tu parlais Ouais. d'avoir levé des fonds pour qu'on se rende un peu compte, on parlait d'avoir levé combien et ça représentait combien de personnes quand tu es parti? Ouais. Alors, donc Lago, c'est quoi? C'est un outil qui permet de faciliter en fin de compte le travail des équipes marketing. Donc, en fait, nous, on s'est rendu compte que quand tu es une boîte marketing, donc dans certains domaines, surtout dans le domaine bancaire, enfin, dans la fintech, eh bien, tu vas avoir besoin d'aller connecter différents outils pour pouvoir justement aller centraliser de la donnée cliente, retravailler cette donnée-là, la transformer ou autre, et la renvoyer dans les outils pour être hyper efficace. Ça, c'était en fait mon taf. Finalement, quand j'étais chez Conto, c'est ce que je faisais, c'est-à-dire que ça faisait partie de ma responsabilité de comprendre en fin de compte quel outil allait mieux travailler avec les autres, pour pouvoir faciliter en fin de compte la vie de mon équipe marketing. En fait, c'est-à-dire que voilà, lui il bosse sur un CRM, lui il bosse sur un outil d'envoi d'emailing marketing, lui il bosse sur Facebook. Comment en fait je fais pour que tout soit synchro, pour que les données que j'envoie dans Facebook, c'est aussi potentiellement des données que je peux envoyer dans mon CRM, dans d'autres outils, etc., etc. Et de façon très fluide, de façon aussi scalable, parce qu'à un moment donné, on était arrivé chez Conto à des millions de données qu'on envoyait, et donc faut cette scène de choc. Donc voilà, donc ça c'était le produit qu'on voulait monter pour que ce soit plus abordable pour quelqu'un qui n'est pas technique en fait, c'est-à-dire que nous en fait on voulait vraiment mettre ça dans la main des gens qui sont dans le marketing mais qui sont pas tech comme moi et qui veulent aller plus vite. Donc, on avait fait Lago. Donc, Lago, enfin, finalement, c'est un outil de synchronisation quoi, d'outils et sur lequel tu peux aller manipuler de la data. Et donc, voilà. Et donc, nous, ce problème, je viens de le dire, on l'a vécu chez Conto. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé la boîte là-dedans et qu'on trouvait pas en fait d'outils. Et surtout, enfin, on trouvait pas d'outils à la base quand on était chez Conto qui répondaient totalement à nos besoins. Mais surtout, les outils sur lesquels finalement on se lançait, ça coûtait, mais c'était hors de prix, quoi. Enfin, moi, il y avait, des factures avant négociation sur un outil, c'était 150 000 euros l'année. Tu te dis, ah ouais, enfin, pour faire ça, là, ton truc, là, ok. Enfin, bref, même le VP Engineering, il pétait un câble, quoi. Il me dit, non, mais pour faire ça, là, ils vont vraiment vouloir 150 000 euros, là. Enfin, bon, on a réussi à négocier. Et voilà, c'est pour se rendre compte aussi des choses, des fois, dans la vie qui coûtent très cher sur des domaines. Enfin, franchement, le marketing, c'est aussi un espace dans lequel, quand on lance un produit, on peut le vendre. Dans le sens où si on répond à un problème, parce que les gens sont prêts à l'acheter vu qu'ils ne sont pas équipés dans ces. Bref. Et après, on a levé des fonds. Donc, on était
4 de chez Conto. Enfin, du coup, on était 4 au début, après 3 parce que la personne, donc le VP Engineering, est sorti du projet. Finalement, on était arrivé après, on a recruté notre développeur. On était arrivé avant de lever des fonds, avant de faire Y Combinator, on était 7 dans l'équipe. Et donc, en gros, on était 7 jusqu'à ce que je quitte la boîte, quoi, à peu près. 7, 8, enfin, des fois, on prenait notre freelance en plus pour nous aider à aller plus vite. Et du coup, on a levé, alors, j'ai pas la somme exacte, enfin, c'était pas moi qui étais garant, on va dire, de tout ça, parce que en fait, c'était une vraie galère parce qu'en gros, on avait décidé de lever des fonds auprès de plusieurs petits investisseurs, dans le sens où c'est des fonds privés, enfin, des investisseurs privés dans le sens où c'était des directeurs de marketing, c'est des directeurs financiers, enfin, qu'on connaissait dans l'espace parisien, en fait, et auxquels on avait ouvert des petits tickets de 5 000 à 10 000 euros. Après, il y avait des fonds comme celui de Team Adventures qui pouvait mettre des tickets plus importants. Et là, on avait levé entre, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est à peu près 600 000, 700 000 euros. Voilà. De fonds, et ça nous a permis de tenir justement sur toute l'année, surtout pour payer les outils partenaires qu'on utilisait. Ça coûtait cher, payer les développeurs, etc., les freelances. Et voilà. Donc après, moi, quand j'ai quitté, il n'y avait pas d'autres levées de fonds en cours, mais ça sentait en tout cas que, et d'ailleurs c'est pour ça que je suis parti, mais ça sentait que c'était le type de projet en tout cas qui, comme ça demandait un coût au départ, forcément allait demander à relever des fonds. Tant qu'il n'y avait pas ce product market fit, en fait, soit à un moment donné, tu kills le projet, ou soit tu relèves des fonds parce que tu sens qu'il y a un truc et que tu veux aller explorer, tu veux aller plus loin. Donc voilà. Ouais, et ces levées de fonds-là, parce que ce que tu disais juste avant, c'est finalement tous les associés n'ont pas de sujet de finance, parce que vous avez des conditions qui vous permettent quand même d'avoir un parachute de sécurité, mais malgré tout, donc si on enlève le coût de la masse salariale, en gros, tu as quand même, toi, ce que tu dis, vous aviez quand même des coûts d'outils, de R&D, etc., qui ont justifié justement cette levée de fonds. Et tu vois, Ouais. c'est vrai que moi, a priori, j'aurais pas pensé que tu avais quand même besoin, par exemple, de 600 000 euros pour lancer un produit, surtout quand vous aviez une équipe très tech, tu vois. Ouais, non, mais honnêtement, l'infrastructure, elle était chère. Parce qu'en plus, on passait par, en fait, ce qui était cher, déjà l'infrastructure, on passait par AWS ou autre, enfin, bref, il y a tout un mécanisme. Mais ce qui était cher aussi, et parce que la gestion de la data on consommait beaucoup de choses, même pour des tests, hein. Enfin, je veux dire, là, on n'avait pas encore des clients, mais même pour des tests. Et du coup, on essayait aussi de commencer à anticiper, en fait, les clients qu'on allait avoir. Et en fait, ce qui coûtait cher, c'est un des partenaires. En gros, il y a une des solutions, des briques qu'on a décidé de ne pas développer parce qu'on savait que ça allait prendre beaucoup de temps. Et pour valider les choses, on avait décidé de prendre un partenaire qui faisait ça très bien. Sauf que c'était un contrat, je ne sais pas de bêtises, hein, mais je sais plus, c'était des milliers d'euros, enfin, dizaines, je sais plus, 30 000 euros, je crois, un truc comme ça. Mais enfin, bref, ça coûtait très cher quand même pour une boîte qui se lance, quoi. Donc forcément, en fait, c'est typiquement le projet que tu peux pas lancer. Enfin, si tu veux aller vite, sans mais c'est toujours une question de. L'argent, en fait, ça t'apporte juste la possibilité d'aller plus vite, en fait. C'est soit tu vas plus vite parce que tu as de l'argent, ou soit du coup tu prends plus de temps parce que tu n'as pas de moyens, mais voilà. Donc c'est ça aussi l'idée, en fait, c'est de dire tu lèves pour aller plus vite. Moi, en t'écoutant, Julien, il y a une question que je me pose. Finalement, cette incubation à Y Combinator, qu'est-ce qu'elle a apporté au projet? Et toi, en tant qu'entrepreneur, hum, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça a changé ta vision de l'entrepreneuriat? Est-ce que concrètement, il y a des nouvelles choses que tu as apprises? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, carrément. Alors franchement, c'était une superbe expérience. C'était top. Il y avait un petit peu de pression, pas trop quand il fallait. Enfin bref, c'était vraiment une bonne expérience. Enfin, moi, je conseille à tous ceux qui peuvent le faire, en tout cas, de se lancer dedans et de postuler, de voir. Mais en tout cas, les gens que tu côtoies, ça fait la diff. En fait, enfin, pour résumer, le truc que j'ai appris, c'est que à un moment donné, il faut pas se mentir à soi-même. Et c'est ce qui te rappelle tous les jours, en fait. C'est-à-dire que quand on allait le voir, quand Y Combinator, donc tu peux suivre des conférences voilà, de personnes qui viennent voir, c'est ça un peu leur école. Ou alors après, tu peux aussi demander rendez-vous avec tes coachs. Donc, tu as tes coachs qui, voilà, donc c'est des anciens CTO, par exemple, tu avais enfin CEO, CTO, par exemple, tu avais le directeur produit, enfin l'ancien directeur produit de Airbnb, tu avais
CEO de l'ancien CEO, enfin bref, il était encore dans le board, mais de Algolia. Enfin bref, tu avais vraiment des grosses têtes, quoi. Et du coup, c'était ce qui était intéressant, donc ce que j'allais dire, c'est vraiment le fait qu'à un moment donné, ils te disent clairement les choses. Et en mode, nous, on allait les voir pour faire, ouais, on veut faire ci, on veut faire ça. Les mecs, en fait, avec eux, c'est ça. Ils te disent, écoute, va vendre ton produit. Arrête de chercher des excuses, arrête tu vois, de dire, ouais, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Vends franchement, comme ils disent, vends, sell your fucking product, quoi. Enfin, vends vraiment ton produit, quoi. Et voilà. Et en fait, enfin, en gros, ils te disent, tant que tu vends pas ton produit, je peux rien faire pour toi, tu vois, je peux pas t'aider, tu vois. Et cherche pas, en fait, cherche pas d'excuses. Et ce que je me rends compte, c'est que quand tu es entrepreneur, c'est facile, mais vraiment facile de trouver des excuses pour procrastiner. Mais pas procrastiner en disant le truc classique, genre je vais regarder Netflix. Non, rien à voir. C'est je procrastine en faisant un truc, tu penses que tu entreprends en fait, tu penses que tu participes à ta boîte, mais c'est un leurre en fait. C'est-à-dire que tu dis ouais, je vais aller écrire je vais faire un site, ouais, je vais faire un petit site, je vais coder une petite application, ouais, je vais automatiser ça, ouais, je vais chercher un nouvel outil pour faire mon CRM, ouais, je vais chercher un nouvel outil pour envoyer des emails. Ah ouais, mais celui-là il est pas top, il coûte cher. En fait, à un moment donné, honnêtement, si tu veux vraiment vendre ton truc, il faut que tu t'écris, je sais pas, ton argumentaire de vente, tu dis ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et trouve déjà une personne qui veut acheter ce que tu fais, quoi. C'est si simple, enfin, c'est aussi simple en fait. Et voilà quoi. Et à partir de là, après, on va commencer. Et c'est là où c'est pour ça que Y Combinator, ils prennent pas des boîtes qui sont vraiment trop early, trop tôt, parce qu'en fin de compte, eux, là où ils vont vraiment t'aider, c'est sur le côté croissance en fait. C'est-à-dire que quand tu vas dire ouais, j'arrive à vendre ma boîte mais j'arrive pas à croître, ils vont te dire, OK, c'est quoi tes problématiques de croissance? Comment, du coup, on va sortir de là? Parce qu'en fait, ça, c'est une autre problématique qui arrive après, en fait. Et voilà. Donc, au début, il faut que tu passes de 0 à 1, trouver la première personne qui va acheter ton truc. Et il faut arrêter, en fait, de se dire, je sais pas, je vais faire enfin, on peut trouver franchement des trucs comme ça, hein. Je vais faire une newsletter, je vais faire un groupe Facebook, je vais faire je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et en fait, mais même moi, je suis encore dedans des fois et je me réveille des fois, je me dis, c'est complètement idiot ce que j'ai fait hier, quoi. J'ai perdu trop de temps, c'est inutile. Ton truc, ton objectif, focus-toi là-dessus, en fait. Et c'est comme ça que je pense, tu deviens meilleur dans l'exécution de ta boîte. C'est quand tu arrives en fait à éliminer tous ces petits trucs que tu penses qui sont utiles pour ta boîte, mais qui ne le sont pas, bah là voilà, et tu sais que tu mets le doigt et en général c'est des trucs qui sont inconfortables. Tu vois, c'est par exemple aller choper le mec aux États-Unis qui est sur Y Combinator, qui est dans la fintech mais t'oses pas trop parce que tu parles pas trop bien anglais peut-être ou enfin bref, tu vois, ou tu veux pas déranger. Enfin bref, tu trouves tous les 10 000 excuses en fait et du coup tu vas faire quoi? Tu vas faire une landing page. Ouh, enfin super, une landing page, tu prends pas énormément de risques, quoi, tu vois, enfin non, en fait franchement, envoie-le un message, pitch-le et voilà. Donc ça, c'est un premier truc qui a changé vraiment encore plus ma vision des choses. Euh, voilà. Et l'autre truc qui était énormissime avec Y Combinator, c'est le réseau, en fait. En fait, on voulait parler avec des gens. C'est comment dire, c'est un peu la boîte magique. Tu dis, ah oui, tu veux parler avec tel directeur technique? Ah ben t'inquiète, je vais envoyer un message et, voilà. Et dans la journée, il te répond, quoi. Donc, par exemple, on a parlé avec le directeur technique, donc le CTO de Segment. Donc, Segment, un outil marketing qui s'est revendu à juste 3 milliards, quoi. Donc tu te dis bon, le mec quand même il pèse dans le game quoi. Et ce gars-là, bah en fait avec YC, tu lui parles dans la journée quoi. Tu lui envoies des questions et il te répond dans la journée avec un mail qui est beaucoup plus long que ta question à la base quoi. Tu dis tu fais waouh, le gars, il a trouvé le temps pour toi alors qu'il ne connaît même pas tu vois. Ou par exemple on a un mec pareil grâce à YC. Je pense qu'il était ancien directeur produit pareil d'un gros outil qui s'appelle Amplitude qui vaut pareil, je sais pas s'ils sont enfin, qui vaut des milliards ou des millions, mais en tout cas qui est fat. Et du coup, pareil, lui, un message YC et le mec, il a pris le temps de nous parler, mais quand? Le samedi, quoi. Un samedi, le mec nous a dit, non, non, mais on se fait un point samedi à telle heure. Et le mec, c'était trop bien, quoi. Enfin, on a discuté avec lui comme si, enfin voilà, quoi. Et du coup, ça te donne accès, ça te donne vraiment accès à un panel de personnes avec qui tu peux parler. Mais par contre, ils sont très vigilants. Ils sont voilà ou dans le fait où il faut rester vraiment bienveillant, il faut faire attention, faut pas que voilà, faut pas que tu ailles demander à quelqu'un, je sais pas, qui sont bêtes dans le sens enfin, dans ce milieu-là. Ah, au fait, c'est quoi le product market fit? Tu vas pas aller demander ça au CEO de Airbnb, tu vois, il va pas te répondre quoi. Mais voilà, mais à partir du moment où tu as des questions qui sont vraiment
où tu as galéré à trouver la réponse et que tu ne trouves pas, bah, voilà, tu as ce réseau-là qui t'aide à avancer, quoi. Donc ça, c'est cool. Et du coup, après, tu as cette pression de te dire, bah, pendant 3 mois, tu dois construire un produit, tu dois vendre des produits avec des objectifs de revenus pour faire en sorte qu'à la fin de Y Combinator, à la fin de ton cycle, tu pitches ce que tu as fait, ce que tu as construit devant des investisseurs. Donc, voilà. Donc, tu as ce rythme à la semaine qui est assez difficile pendant 3 mois où vraiment tu es en mode objectif, faire du revenu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse chaque semaine pour atteindre mon objectif, quoi. Donc voilà. Et en fait, ça, c'est cool, en fait. Et c'est pas quelque chose que tu fais au quotidien, finalement. Tu vois, c'est de se mettre ce rythme de dire comment chaque semaine j'atteins mon objectif de revenu de, je sais pas, 500 euros par mois, enfin, revenu mensuel 500 euros ou 1000 euros ou 2000, etc., etc. Alors du coup, il y a 4 choses intéressantes que je retiens de ce que tu viens de dire. Euh, la première, justement, c'est ça, c'est ne pas de se donner des objectifs à trop long terme, travailler à la semaine, travailler au mois, à la limite au trimestre, donc vraiment travailler sur des échelles courtes et réalistes. La deuxième chose que tu dis, je trouve ça hyper intéressant de voir comment, en fait, euh, là, on va dans un accompagnement premium, haut de gamme, parmi, enfin, tu disais, tu rencontres les meilleurs entrepreneurs du monde, qui finalement te ramènent aux conseils les plus basiques de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire vends. Tu es là pour vendre quelque Exactement. chose, donc fais un produit et essaye de le vendre. C'est intéressant Mm. aussi ce que tu dis, bah justement, toutes ces personnes que tu rencontres, le réseau, la facilité à débloquer des situations, la facilité à créer des opportunités aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, finalement, c'est valable, je dirais, à toutes les étapes d'un projet et à toutes les étapes aussi d'une vie entrepreneuriale. Si on se met dans la peau d'un auditeur peut-être qui nous écoute et qui n'a jamais entrepris, finalement, ces conseils que toi, tu as reçus de la part de Y Combinator, eh bien, ils sont tout à fait applicables à lui qui va commencer. Mm. C'est-à-dire, s'il se pose des questions, qu'est-ce qu'il doit faire? Et ben, comme tu disais, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Aller poster sur Instagram, écrire un article, faire une landing page. Mais finalement, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est essayer de savoir de quoi ont besoin nos clients. Donc, comme tu disais, pour Fingofer, c'est aller voir les gens, discuter avec eux, récolter les besoins. À partir de ça, faire des objectifs, voilà, à la semaine, au mois, avancer pas à pas. Ne pas hésiter à aller demander de l'aide, des conseils, ne pas hésiter aussi à en parler autour de soi. C'est une question qui revient souvent. Est-ce que je dois parler de mon projet? Est-ce que je dois garder ça secret? Voilà, je trouve dans ce que tu nous dis, ça nous montre bien que parler Mm. permet vraiment d'avoir des feedbacks et des retours intéressants. La quatrième chose que Ouais, clairement tu, pas. la quatrième chose intéressante par rapport à ton feedback, euh, une phrase que j'ai notée, c'est le conseil que tu as retenu, c'est finalement ne te mens pas à toi-même. Mhm. Ne te mens pas à toi-même. Et effectivement, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve dans ton parcours. Donc là, au moment où on enregistre ce podcast, tu es rentré à La Réunion. Donc c'est deuxième tentative de retour au pays par rapport à il y a 8 ans, eh ben, euh, le background est différent, les enjeux sont différents, les objectifs sont différents. Donc, tu as eu un parcours entrepreneurial très riche, très riche. Tu es allé très loin aussi avec certains de tes projets. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, c'est quoi les actualités de Julien Collet? C'est quoi les objectifs? C'est quoi les enjeux? Comment est-ce que tu vois un peu les mois ou les années à venir? Euh, En gros, moi, enfin, comme tu disais, et c'est exactement ça, les objectifs aujourd'hui sont différents. Moi, en fait, je suis rentré à La Réunion aussi, c'est pour être plus proche de ma famille aujourd'hui. C'est quelque chose que je voulais déjà depuis la fin de Conto. Avec Lago, j'avais commencé à voir ça parce qu'avec Lago, on s'était dit qu'on pouvait travailler. Enfin, l'idée, c'était de pouvoir aussi travailler là où on veut, de La Réunion, de Paris ou autre. Donc ça, ça remplissait, ça cochait cette case-là, en fait. Donc ça, c'est cool. Et à la fin de la go, en fait, bah voilà, j'avais plus la tâche, en tout cas sur un taf, pour me dire, bah, tu veux te rapprocher de ta famille, bah, rentre, en fait. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment mon objectif le plus important au moment où j'avais quitté Conto, qu'il fallait vraiment que je fasse ça. Euh, et après, en termes de projet professionnel, de bise, etc.,
Aujourd'hui, moi, c'est comme je disais tout à l'heure au début, c'est l'objectif, c'est vraiment j'ai ma rupture conventionnelle en fait qui se termine dans à peu près 7-6 mois pour être totalement transparent et du coup c'est minimum cette rupture conventionnelle là elle m'apporte quand même un confort en fait dans le sens financier qui fait que je peux vivre suffisamment bien, on va dire, pour pouvoir m'occuper, être focus sur autre chose, en fait. Donc, j'ai pas justement, comment dire ça, cette prise, cette obligation qui te demande du temps à aller justement travailler alors que tu as envie de faire autre chose, tu as envie de te reconvertir, tu as envie de te lancer dans un projet, t'as envie. Franchement, les gens, des fois, je me dis, et c'est là que je me rends compte aussi, c'est cette indisponibilité des fois que les gens vivent au quotidien et tellement de monde pour qui les empêche justement d'aller entreprendre, d'aller monter une boîte et c'est juste des fois une question de temps qu'ils n'ont pas. Et moi, j'ai ce temps-là et du coup, aujourd'hui, c'est pour ça que je profite de ce temps pour faire en sorte que cette limite, cette date limite que j'ai avec ma rupture conventionnelle, elle soit repoussée en fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train de mettre en place donc des revenus, on va dire. J'aime pas forcément dire revenus passifs parce que ça veut dire toujours tu bosses pour ne plus bosser, mais ça alors c'est pas vraiment le cas. Mais c'est plus des revenus semi-passifs enfin voilà où je vais donc mettre en place des cours. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc j'ai lancé un premier cours il y a pas si longtemps que ça sur le développement web. Donc des cours en gros en ligne Mhm. donc sur des plateformes sur lesquelles, en gros, pourquoi sur des plateformes? Tout simplement parce que c'est la facilité dans le sens où c'est la plateforme qui va aller s'occuper de trouver les étudiants pour toi, etc., pour faire en sorte qu'ensuite ils prennent des cours. Donc moi, je vais plus m'occuper à aller chercher des personnes pour suivre ces cours-là. Donc une fois que c'est lancé, c'est la plateforme qui te génère en fait un certain revenu. Donc là aujourd'hui, je m'occupe principalement, enfin c'est un peu mon focus du moment, quoi, c'est de dire j'ai ma liste de cours à faire et du coup là j'ai lancé un et je vais en lancer enfin, j'ai 4 autres qui vont devoir se lancer aussi entre temps pour pouvoir justement pallier un peu à ce revenu-là. Et après, à côté, j'essaye de construire aussi des matelas de confort financier, c'est-à-dire que j'ai fait mes premiers investissements en bourse sur les économies que j'avais ou des choses comme ça enfin, je pense, enfin voilà, en tout cas, c'est dans mes convictions sur lesquelles ça m'aidera plus tard, en tout cas, à avoir ce confort en tout cas financier. Enfin, pourquoi je fais ça? Alors c'est du long terme, hein, c'est pour ça pareil. C'est je me prive aujourd'hui un petit peu, alors que franchement chaque jour quand je me lève, je me dis mais j'ai tellement envie de coder une solution là sur un problème. Il y a tellement de trucs. Enfin, il y a des trucs que je vois passer et honnêtement, j'ai envie de les partager comme ça s'il y a des gens qui ont les moyens ou le temps de le faire. Mais par exemple, souvent on parlait tout à l'heure des livraisons à La Réunion. C'est dingue qu'encore aujourd'hui, en 2022, ce soit une difficulté de se dire comment je me fais livrer mes colis à sauce pour des personnes à La Réunion. Ah non, il suffit que la boutique elle décide de plus livrer, plus personne n'a accès à ça. Enfin bref, et du coup, ça c'est une problématique, la livraison à La Réunion, mais il faut se mettre dedans, l'import, export, etc. Donc la chaîne logistique, enfin, bref, il faut comprendre comment tout ça fonctionne. Mais c'est intéressant, mais pareil, j'ai mon focus en tout cas pour moi, il est pas là-dedans. Mais c'est quelque chose que, en tout cas, si justement j'avais ce confort financier, je me lancerais avec plaisir pour explorer ça. Mais voilà, mais il y a d'autres problématiques, comme par exemple mes parents qui ont voulu, qui veulent en tout cas aujourd'hui faire l'achat d'un autre terrain en vendant leur maison et qui se rendent compte que pour voilà ce laps de temps entre la vente et l'achat, ils vont devoir par exemple se reloger quelque part et que la location d'un bien quand par exemple tu es retraité et que même si tu as vendu une maison à plus de centaines de milliers d'euros, et ben en fin de compte, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que non, on te demande forcément un revenu. Tu dis non, mais j'ai quand même des centaines de milliers d'euros quelque part. Hein. Non, non, mais il faut un revenu, madame. Ok. Tu te dis bon, voilà, donc enfin, voilà, comment faire pour aider ce genre de cas en fait, ou des gens qui ont de l'argent mais qui n'ont pas de revenus mais qui veulent, enfin bref, il y a ce genre de choses. Enfin voilà, donc il y a plein de petits projets comme ça dans la tête, des fois qui me ping, qui me dit mais essaye de faire un truc, essaye de creuser, essaye de, mais bon voilà. Donc c'est pas pour le moment, mais ça va venir plus tard, l'année prochaine ou j'en sais rien. Mais pour le moment, c'est de me construire voilà, comme je disais, un socle financier pour plus avoir en gros à devenir salarié. Ce que je veux pas en fait aujourd'hui, c'est redevenir salarié, ça je suis sûr et certain. Et je veux avoir mes revenus mix, passifs, semi-passifs, peu importe, qui font que j'ai cette liberté financière, cette indépendance pour me permettre d'avoir le loisir en fait de me concentrer, de prendre le temps pour mener mes projets futurs en fait. Voilà, tout simplement. Ce que tu me dis, ça me ramène au tout début de l'interview où tu disais, tu es en fin du collège et tu découvres ce beau cousin qui a un ordinateur et qui écrit des lignes de code et ça te donne envie d'y aller.
les années et les expériences passent et finalement, moi, je trouve que ce que tu dis est très intéressant parce que c'est quelque chose que je dis souvent. C'est vraiment dans l'expérience qu'on arrive à définir ce dont on a envie. Et je trouve que avant de définir ce dont on a envie, on arrive plus facilement à définir ce dont on n'a pas envie. Par exemple, là, tu dis aujourd'hui, voilà, tu Exact. sais que tu n'as pas envie de redevenir salarié. Tu as vécu l'expérience des startups avec les levées de fonds et tout ce que ça implique. Tu sais qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est pas ça qui t'intéresse. Tu Mhm. sais que tu auras toujours envie de lancer des projets parce que c'est ce qui te passionne. Tu as, un regard sur le monde qui est orienté sur les problèmes à résoudre. Donc forcément, c'est quelque chose que tu auras toujours envie de faire. Et tu sais aujourd'hui que pour le faire sereinement, eh ben, il te faut voilà, ce matelas financier, cette indépendance financière que tu es en train de construire depuis ton île, depuis chez toi. Euh, comment est-ce, Exactement. comment est-ce que tu, avant de terminer sur et d'enchaîner sur les fameuses speed questions, c'est quoi tes impressions du coup de pouvoir, tu vois, de pouvoir construire euh, cette indépendance financière depuis La Réunion? Comment est-ce que tu le vis? Bah, déjà, je le vis très bien parce qu'en fait, ça répond déjà à mes objectifs d'être plus proche de ma famille. Et aujourd'hui, de ma copine aussi qui est réunionnaise et qui, voilà, et on vit ensemble. Donc, ça répond à tout ça. Donc, enfin, c'est probablement moins à gérer, on va dire. Et c'est important, je pense. Et en fait, surtout, je pense que ce qui est hyper important aujourd'hui, pourquoi je fais ça, c'est que ça me permet, moi, enfin, quelque chose, en tout cas, que j'ai beaucoup vu en étant chez Paris, c'est que ça me permet aussi de sortir de cet écosystème où les gens sont prêts à sacrifier des fois leur mental, leur santé mentale, pour, pour vraiment atteindre des objectifs, en fait, pour aller plus loin, pour aller plus vite, pour faire des trucs. Alors que, et sans avoir, en fait, la certitude d'y arriver, en plus. Et voilà. Et du coup, moi, c'était le but aussi de se sortir de ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose, comme tu disais, que je veux plus non plus. Et aujourd'hui, d'être dans une atmosphère, en tout cas, qui est beaucoup plus saine et qui est beaucoup plus, voilà, qui m'apporte, en fait, qui m'apporte tous les jours, quoi. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, en quelques mots, hein, mais je bosse le matin, je suis hyper focus sur ce que je fais, ce que j'aime faire. Je fais ma newsletter. Pareil, tous les jours, je prends le temps. Alors, il y a des personnes qui me disent, mais comment tu fais pour écrire tous les jours? Mais en fait, c'est très simple, hein, quand tu t'occupes que de ça, en guillemets, que tu te prends pas la tête à faire autre chose, bah, tu y arrives, en fait, à trouver le temps. Je fais du sport, enfin, je fais mon skate tous les jours parce que j'adore ça. Et voilà, et c'est mes principales priorités sur lesquelles chaque semaine, voilà, je passe du temps et ça m'apporte, en fait, je me couche tôt, etc. Et du coup, ça m'apporte ce que j'ai besoin, c'est-à-dire avoir l'énergie suffisante pour tous les jours continuer à le faire et sans me cramer, sans, voilà. Donc, et ça, en gardant, en fait, en protégeant ma santé mentale, en fait, et mon énergie physique. Parce qu'en fait, un conseil que mon père m'a déjà donné quand depuis que je faisais des études et qui finalement traverse les années, c'est ce côté de dire, franchement, si tu as les capacités, tu es en bonne santé, il me disait toujours, franchement, ton cerveau fonctionne, t'es pas malade, t'es pas handicapé, donc franchement, tu peux y arriver, tu vois. Et en fait, c'est tout con, mais ouais, en fait, quand tu as tout ça qui déjà, quand enfin, quand t'as tout ça, et bah effectivement, tu peux, enfin, rien n'est impossible, comme on dit, et tout est une question de temps et de patience. Et voilà, enfin, c'est quelque chose auquel j'y crois, et je me dis que je vais pas attendre justement d'être en manque, enfin, d'avoir des difficultés autres pour pouvoir me dire, bah mince, je regrette de pas l'avoir fait ou d'avoir essayé, quoi. Donc voilà. Donc voilà, tout est en adéquation, en adhésion. En étant rentré aujourd'hui à La Réunion, ça m'inspire tout ça, quoi. Et le fait aussi de retrouver des personnes bah, comme Clément, comme toi, tu vois, sur notre projet, parce que voilà, quand j'étais à Paris chez Conto et t'étais vu, bah, c'est quelque chose qui fait du bien aussi, quoi. C'est de se dire, bah, tu vois un peu d'air frais et c'est cool, quoi, de se dire, bah, après tant d'années, ces personnes-là aussi continuent à avoir cet acharnement dans l'entrepreneuriat, donc Mhm. c'est cool, quoi. Et franchement, pour les gens là qui nous écoutent, parce que tu parles beaucoup de ta newsletter, mais peut-être que tu pourrais nous dire comment on la retrouve. Mais moi, vraiment, pour les gens qui nous écoutent, enfin, suivez-la, quoi. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé là dans ce que tu as fait autour de ça, c'est que tu es hyper transparent sur tout ce que tu fais et c'est un bon mix entre bah, l'entrepreneuriat et puis finalement ce que tu dis et ce qu'on entend beaucoup dans ton témoignage, c'est tu parles aussi beaucoup d'art de vivre
quelque part, et tout ça est lié. Et en fait, c'est aussi ça, moi, que j'ai beaucoup aimé. Alors, du coup, dis-nous, Julien, comment on retrouve ta newsletter? Alors, il suffit juste d'aller sur surbrillance.fr. Voilà, surbrillance, voilà, comme ça se prononce. Et .fr, voilà, tout simplement. Et après, faut laisser son mail et tous les jours, j'envoie un mail, comme je dis, enfin une tagline que j'ai trouvée là pour le moment qui reste pour faire mieux, mais moins chaque jour. Top. Eh ben, écoute, le message est lancé. Du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Donc, on a pour habitude de clôturer par ce qu'on appelle des speed questions. Donc, c'est 3 questions auxquelles on te demande de répondre de manière la plus concise possible. Toi, tu disais que tu avais eu des conseils, beaucoup de conseils sur tout ton parcours. Donc, une personne qui vient à côté de toi en tant que stagiaire, par exemple, et qui se lance dans la vie et qui se dit, je veux entreprendre, qu'est-ce que tu lui dirais comme, voilà, si tu n'avais qu'un seul à donner? Être patient. C'est quoi la plus grosse erreur que tu penses avoir commise? Je pense que c'est vraiment au tout départ, quoi. C'est de croire que de croire que la solution que j'ai en tête, c'est la solution parfaite pour répondre à un problème. Voilà. Je pense que c'est vraiment l'erreur que j'ai faite au tout début et qui est la plus grosse. Et pour terminer, du coup, selon toi, c'est quoi les 3 qualités nécessaires à un bon entrepreneur? Première, je pense que c'est d'être ouvert sur le monde, sur ce que les gens te disent, sur accepter en fin de compte des feedbacks. Enfin voilà, pour grandir en fait, c'est nécessaire, je pense, donc être ouvert. Le deuxième qualité, c'est ça rejoint un peu ce côté patient, mais c'est être, je vais le dire autrement, c'est être résilient. Je pense que c'est hyper important voilà de pouvoir relever la tête, de tenir en fait quand tout le monde dit qu'il faut lâcher. Des fois, en fait, faut faire la distinction entre têtu et acharné, mais je pense que moi, je pense que quelqu'un qui est têtu, c'est quand même bien, quoi. C'est bien d'être acharné des fois, quoi. Ça fait la diff. Faut pas croire. Enfin, le travail paye toujours, comme on dit. Et la troisième qualité, j'hésite en fait, mais ouais, bon, je vais dire, je sais pas si c'est une qualité, mais c'est prendre soin de soi, quoi, en fait, pour que ça rejoigne à ce que je disais, en fait, en fait, pourquoi? Parce que je pense que euh, la façon dont tu prends soin de toi, ça reflète aussi l'image de ta boîte, en fait. C'est-à-dire que si tu prends mal soin si tu prends pas bien soin de la façon dont tu travailles, dont tu fais les choses, ça se reflète vachement, je trouve, dans la façon dont tu vas traiter peut-être demain tes employés, tes clients, ton business, etc. Donc, je pense que c'est hyper important de faire l'effort de prendre soin de soi, de prendre le temps, de ralentir, que ce soit son mental, son physique ou autre. Mais voilà, et ça a son effet en fait autour de soi après, dans son business. En fait, ça se répercute forcément, quoi. Donc, je pense que les meilleurs business aujourd'hui, on voit justement où ils prennent soin des clients ou autre. Je pense que c'est parce qu'à la base, les personnes qui ont monté cette boîte-là ont vécu des choses qui ont fait qu'ils se disent non, non, mais c'est bien de prendre soin de soi, c'est bien je sais pas, voilà, de faire les choses, de bien faire les choses, quoi. Donc voilà. Donc c'est peut-être la troisième qualité. Eh ben, écoute, on conclura là-dessus. Merci Julien pour cette interview extrêmement riche. Écoutez, merci à vous. C'était cool en tout cas de repasser tout ça et d'en discuter avec vous. C'était cool. C'était le podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.